Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. Dans un instant, le sommaire. L'administration pénitentiaire met les points sur les i à propos des informations relatives aux visites interdites à la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale incarcérée à la prison civile de Kolo. Hajj 2014, panique, inquiétude, c'est le sentiment qui anime une grande partie de pèlerins nigériens, malgré les assurances du commissariat chargé à l'organisation du Hajj Koro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le directeur de l'administration pénitentiaire était ce matin face à la presse. Il s'est agi pour lui d'apporter des précisions sur des rumeurs faisant état de l'interdiction de visite à la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale, Mamadou, détenue à la prison civile de Kolo, notamment dans l'affaire dite des bébés importés. La synthèse de ce point de presse avec notre reporter Nasser Dantouf. Cette sortie médiatique du directeur de l'administration pénitentiaire fait suite aux rumeurs qui alimentent depuis un certain temps les FADA et autres réseaux sociaux faisant écho d'une interdiction de visite, voire même un isolement strict de l'épouse de Amma Amadou, détenue à Kolo dans l'affaire dite des bébés importés. C'est pourquoi les autorités pénitentiaires ont jugé utile d'apporter des éclaircissements pour faire taire ces rumeurs. Il nous a été rapporté des informations selon lesquelles, dans certains établissements, la législation est en train d'être violée, notamment sur l'usage du téléphone. Le ministre de la Justice en personne nous a instruit de nous rendre dans ces établissements pour vérifier la vérité, pour vérifier ces faits. À Kolo, dès notre arrivée, nous avons ordonné à ce qu'il y ait une fouille chez tous les détenus, je dis bien tous les détenus. Il a été retrouvé au quartier des femmes 9 téléphones auprès des femmes qui sont poursuivies pour affaire de supposition d'enfants, dont fait partie l'épouse de M. Hamma Amadou. Et il a été retrouvé 4 autres téléphones auprès des autres femmes qui ne sont pas poursuivies pour supposition d'enfants. Et il a été aussi retrouvé 4 téléphones auprès des hommes, ce qui nous fait un total de 18 téléphones, plus un ordinateur portable qu'on a retrouvé auprès d'une détenue poursuivie pour supposition d'enfant. Aucun détenu ne doit posséder dans sa cellule son téléphone. Mais la loi prévoit que pour des circonstances personnelles ou familiales importantes, il peut s'adresser au chef d'établissement pour émettre des appels ou recevoir des appels à ses frais. Mais ça doit se faire devant un surveillant qui doit être à mesure d'écouter la conversation, qui doit savoir le numéro qu'il a appelé ou le numéro duquel il reçoit l'appel. Et ce surveillant peut mettre fin à la conversation à tout moment. Pour une meilleure équité en milieu carcéral, des sanctions prévues à cet effet ont suivi. Lorsque un détenu ne se conforme pas aux règles du maintien du bon ordre ou refuse d'obtempérer au règlement de l'établissement, on peut l'interdire de visite pendant 1 mois maximum. Et l'interdiction de visite ce n'est pas la seule sanction. La sanction, c'est d'abord l'avertissement, la réprimande, l'interdiction de visite et jusqu'à l'isolement. Concernant l'épouse de M. Hamma Amadou, nous avons entendu des gens parler d'isolement complet. L'isolement, c'est le dernier degré de punition pour un détenu. Elle n'a pas écopé de cette sanction. Elle a plutôt été interdite de visite et pas elle seule. C'est toutes les femmes. Vous pouvez vérifier au niveau de Kolo. Toutes les personnes, pas seulement les femmes, donc y compris les hommes, chez qui nous avons retrouvé les téléphones, ont été interdits de visite pendant 1 semaine. Notons que des opérations similaires de fouilles ont été également opérées dans les prisons de Saï et de Niamey, où plusieurs téléphones portables ont été retrouvés. Le groupe parlementaire PNDS-Taraya, par la voix d'un de ses membres, la personne de l'honorable Asman Malamissa,
a animé un point de presse cet après-midi au siège du groupe. Une sortie médiatique qui a porté sur la polémique autour de l'achat de l'avion présidentiel, objet actuellement d'une plainte de l'opposition parlementaire près des juridictions du pays. Suivons un extrait de ce point de presse animé par le député Asmana Malam Issa. Cette question relative à l'achat d'un avion par l'État du Niger, malgré que nous soyons conscients du fait que l'intention première de l'opposition était juste de détourner l'attention des Nigériens du sujet d'actualité que vous connaissez tous, celui de la question des bébés importés qui implique le Nigeria, le Bénin, le Niger et dans une certaine mesure le Burkina Faso. Et que nous soyons aussi conscients que c'est une opposition aux abois qui est en train de chercher des thématiques à tout bout de chemin. Malgré tout cela, nous avons décidé, pour aider les Nigériens à comprendre la question, de faire appel à vous et d'apporter un certain nombre de compléments d'information. D'abord, par rapport même au comportement de l'opposition, ce que nous avons relevé et que nous avons toujours fait savoir, c'est qu'il s'agit d'une opposition aujourd'hui qui est en train de chercher des repères face aux efforts multiples du président de la République, face à sa volonté de transformer le Niger et face à la multitude de réalisations qui sont là, palpables, physiquement touchables. Ces opposants sont en train de se demander quel sera leur avenir politique. Cette opposition est spécialisée particulièrement dans l'initiation, la diffusion et la propagation de la rumeur. Dans toutes les questions aujourd'hui qu'ils sont en train d'évoquer, ils n'ont aucun élément tangible. Ils n'ont aucun élément de réponse palpable. Ils se basent à volonté et par mauvaise foi sur des rumeurs pour accuser à gauche, à droite. Un député est venu sur les ondes de tous les médias pour dire qu'on a donné le Mont Greboun au président du CSC pour se déplacer, faire une tournée à l'intérieur du pays. Alors là, moi, personnellement, je me suis senti concerné parce que le jour où l'avion qui transportait le président du CSC décollait sur Agadez, j'étais à l'aéroport. C'était le mercredi 10, à destination d'Agadez, et moi, je partais sur une autre destination. Ce qui veut dire quoi? L'opposition a confondu par mauvaise foi les couleurs de Niger Airlines aux couleurs du Mont Greboun. Nous, en tant que députés, collègues de ces mêmes députés qui ont porté plainte, nous avons estimé que c'est regrettable que les députés se comportent de cette manière. Parce que tout simplement, au lieu de distraire les gens, ils ont d'autres moyens légaux, d'autres moyens constitutionnels par lesquels ils pouvaient prouver ou aider à la manifestation de la vérité. Nous avons, de par la Constitution et le règlement intérieur, de par plusieurs lois de la République, la possibilité d'interpeller n'importe quel ministre, y compris le Premier ministre. La possibilité de faire des questions orales, la question de faire des questions d'actualité et de faire en sorte que les débats se fassent dans l'hémicycle, transmis en direct de façon obligatoire par la télévision nationale et par toutes les télévisions qui en font la demande, pour que le peuple sache qu'effectivement, ils ont une question réelle, ils ont une question normale, ils ont des accusations fondées qu'ils portent sur le gouvernement relativement à cette question d'achat d'avion. Autre fait de l'actualité, situation difficile pour un grand nombre de pèlerins nigériens. Ils sont dans l'impasse. La grande partie, donc la compagnie aérienne Air Niamey, n'a jusque-là eu le slot pour atterrir en Arabie Saoudite. Le regard est désormais tourné vers le Premier ministre qui a pris l'engagement de régler ce problème. Le reportage avec Asman China. 8000 pèlerins nigériens sont dans l'incertitude pour accomplir le 5e pilier de l'Islam cette année. La compagnie aérienne Air Niger, qui a la charge d'assurer leur transport vers l'Arabie Saoudite, s'est vu refuser l'autorisation d'atterrir en Terre Sainte. L'alerte a été donnée hier alors que les vols devraient commencer.
Surpris et choqués par cette mauvaise nouvelle, les responsables des agences de pèlerinage se sont mobilisés à la primature pour lancer leur cri de cœur. À la date d'aujourd'hui, il y a plus de 9000 pèlerins qui sont sur la terre nigérienne jusqu'à présent qui n'ont pas quitté. Bon, si on dit que les 4000 pèlerins ont espoir, les 8000 pèlerins restants n'ont pas espoir. Et c'est hier qu'on nous a dit qu'on va partir avec Air Niamey. À notre grande surprise, au lieu de commencer les vols ce jour même, Air Niamey nous appelle pour dire qu'il a besoin de nous. Et arrivé sur place, il dit vraiment il a épuisé toutes ses compétences. Donc il n'est plus compétent au point d'avoir l'autorisation qu'on appelle slot pour atterrir en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et c'est là que l'alarme a été déclenchée. On a dit on ne va pas retourner vers nos pèlerins leur raconter ça, mais on va venir lancer un cri de cœur à la primature. C'est là que nous sommes venus à la primature. On a demandé audience sur place, Dardar, et on nous l'a accordé. On est parti voir le Premier ministre. Arrivé à la primature, arrivé au cabinet du Premier ministre, il a fait appel lui aussi au commissaire Koho. Donc le commissaire étant là, on a discuté. Le commissaire a reconnu qu'il y avait aussi des problèmes. Le commissaire a reconnu qu'il n'y a pas cette slot-là, cette autorisation d'atterrir en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et le commissaire a reconnu que Air Niamey a des problèmes parce qu'ils ont joué un jeu de ping-pong. Maintenant, le Premier ministre, à son tour, de nous dire qu'il n'y a pas un contrat qui détaille ce que les Saoudiens veulent. S'il y avait ce contrat-là, détaillant tout ce que les Saoudiens veulent, on allait suivre le contrat pas à pas jusqu'à aboutissement. Mais malgré tout cela, il nous a donné la garantie que d'ici 3 jours, ils vont utiliser toutes leurs relations pour que vraiment le Hajj se passe comme, pas comme souhaité, mais pour que tous les pèlerins nigériens fassent le Hajj. On a beaucoup d'inquiétudes parce que même le Premier ministre qui vient de nous garantir ça, il n'a aucune garantie. Malgré l'engagement ferme pris par le Premier ministre, les responsables des agences de pèlerinage restent pessimistes, d'autant plus qu'il n'y a aucune garantie et que le temps presse. Cette situation relève une fois encore que les problèmes d'organisation du Hajj persistent au Niger, et ce malgré la création d'une structure d'organisation du Hajj, Koho. Clôture ce matin des travaux de la 3e session ordinaire du 5e arrondissement de la ville de Niamey. À l'issue de 3 jours de discussion, les conseillers ont adopté un certain nombre de principes visant à améliorer davantage les prestations de services destinés aux populations du 5e arrondissement. Le compte rendu de Omar Issouf. Tous les points inscrits à l'ordre du jour de la 3e session ordinaire du 5e arrondissement ont été examinés minutieusement par les conseillers de la dite entité administrative. Vous venez à travers cette 3e session ordinaire faire montre de votre sens élevé de responsabilité en examinant tous les points inscrits à l'ordre du jour dans la sérénité, le plus grand respect pour l'exécutif du conseil et de la population de notre arrondissement qui a porté son choix sur nous. Au vu de tous les efforts fournis au cours de la 3e session pour atteindre un résultat incontestablement parfait, le maire Issa Manima qualifie les travaux abattus d'actes de foi partagés. Les assises de notre 3e session ordinaire se terminent donc sur un engagement solennel, mieux sur un acte de foi partagé dans la capacité de nos conseillers à infléchir nos positions pour aboutir à un consensus dans l'intérêt général de nos populations. La délibération issue de cette 3e session ordinaire est à n'en point douter l'instrument qui déterminera le bien-être de nos populations, car il s'agit d'un projet de programme d'investissement annuel. Je demande donc au conseiller de ville d'intercéder auprès du conseil de ville de Niamey afin que les activités inscrites puissent être retenues dans le budget de la ville de Niamey au titre de l'année 2015. Rendez-vous est pris dans 90 jours pour la 4e et dernière session ordinaire au titre de cette année. De la politique dans ce journal, Kassou Mokhtar, ténor du RSD Gaskia, quitte cette formation politique pour créer son parti dénommé le CPR Inganti. C'est un journal de la place qui a révélé cette information pour dire que le RSD Gaskia a perdu une personnalité comme Kassou Mokhtar. C'est le divorce entre le président du RSD Gaskia et un de ses lieutenants, à savoir Kassou Mokhtar. Ce dernier a décidé de créer son parti selon la route de l'histoire du 16 septembre 2014.
L'hebdomadaire qui a titré Chef Amadou perd son principal soutien à Maradi nous apprend que le 17 septembre 2014, l'ancien maire central de Maradi, récemment révoqué en conseil des ministres, a décidé de fermer la page RSC Gaskia pour se jeter à l'eau avec la création d'un nouveau parti dénommé Congrès pour la République CPR Inganti. Le CPR Inganti de Kassou Mokhtar se veut un parti de masse ouvert, basé sur les principes de la démocratie. L'intéressé que nous avons joint au téléphone a confirmé l'information de la roue de l'histoire. Avec la création du CPR Inganti, c'est un coup dur pour le parti de Chef Amadou, déjà orphelin de plusieurs cadres du parti de la région de Maradi. En décidant de claquer la porte à Chef Amadou, Kassou Mokhtar a donc créé son parti, qui va certainement enregistrer une forte adhésion au vu de nombreuses réalisations faites au bénéfice des Maradawa par Kassou Mokhtar pendant son passage à la mairie centrale de Maradi. Une région qui a désormais un nouveau maire central du RSC Gaskia, déjà exclu du parti par le président Chefou Amadou. L'un de l'autre, Kassou Mokhtar va démontrer avec la création de son parti CPR Inganti qu'il est réellement un vrai mobilisateur et gare aux militants des autres partis politiques. Le virus de la division a atteint le bureau national de l'association des retraités et pensionnés civils et militaires du Niger. Quelques membres de ce bureau ont en effet décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale élective pour ce dimanche 21 septembre 2014. Une AG que le président national de ce bureau, Alhaji Abdoulaye Ali, juge illégale. Je propose de l'écouter. Il y a des difficultés qu'on peut surmonter, il y a des difficultés qu'on ne peut pas supporter. Bon, maintenant, les difficultés, les retraités rencontrent des difficultés entre eux-mêmes. Ils rencontrent des difficultés de paiement, tout ça. Tout ça, c'est des difficultés facultatives. Mais quand c'est dans un bureau, quand le bureau est en place et que certains s'ingèrent à des autorités, ils veulent imposer certaines choses, ils veulent l'imposer même au président. Je crois que les retraités, on a bien dit, le retraité civil et militaire était un ex-agent de l'État jouissant de repos légal mérité au terme des bons et services loyaux rendus à la nation, à l'État. À ce titre, le retraité est dépositaire de connaissances, de savoir-faire et d'expériences vécues inestimables, servant à servir de source d'inspiration de certaines situations de la communauté. Vraiment, comme j'ai dit, les associations, nous devons nous comporter bien. On est là pour l'association. On est là pour la communauté, on n'est pas là pour le bureau. Un bureau qui se réunit presque tous les 2 jours et puis qu'on donne 1000 francs de taxi et puis on demande aux retraités d'amener des cotisations. Les cotisations rentrent. Quand je fais mes correspondances, je paye. J'appelle le trésorier pour qu'il sache que c'est pas de l'argent. Il donne 2000 francs. Il dit prends le taxi et vas-y. Il le fait très bien et il revient. Oh. On a continué comme ça. Un jour, me demande, et la caisse? La caisse est là. Qu'est-ce que vous voulez? À la caisse devait être avec le trésorier. J'ai dit, là j'ai compris. Depuis mars, jusqu'en avril. En avril, déjà on était en plein carénie. On a formé la commission, on a formé le comité. Je suis parmi le comité. Je suis dans le comité, moi et un certain ancien ministre. Ça y est. Donc, de ces deux-là que je vais parler, le trésorier et le secrétaire à la chose, ils m'ont persécuté. Ils m'écrivent des lettres. Ils me demandent de l'argent pour faire AG. Mais, j'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est l'argent là, je ne donne pas. Il reste 409 000 là-dedans, les 409 000 restaurants. Ce que vous avez fait en 2006, dès la prise en place du bureau, vous avez pris 80 000 francs pour travailler. Et en tant qu'adjoint, je vous ai reproché ça. Non, je refuse. Et j'ai pris. Maintenant, de lettre à lettre, de lettre à lettre. Il y a les lettres qu'ils m'ont envoyées. En pagaille des lettres, ce n'est pas des petites lettres. La troisième lettre, maintenant, ils vont. Maintenant, j'arrive au point clé. Ils arrivent à faire, ils demandent une AG pour le 21. Une AG pour le 21, pourquoi? Ce n'est pas le trésorier qui doit demander un AG. Ce n'est pas le secrétaire à la revendication qui doit demander une AG. C'est quand même le président qui doit demander les AG. On se rencontre le 16, ils me disent, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez exactement? J'ai dit, je m'attendais à ce que vous me demandiez tout ce que j'ai fait, tout le temps que j'ai fait. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Demandez-moi, et je vais vous dire ce que j'ai fait. Et parce qu'ils le savent. Je le sais. Beaucoup le savent. Le secrétaire à l'information le sait. Le secrétaire à l'organisation le sait. Ils me disent, qu'est-ce que vous voulez?
Ah, nous, on veut un changement. Ah bon? Donc, c'est pas la peine, c'est moi que vous ne voulez pas. Pour moi, je suis en pleine carénie maintenant. Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Comme continuer. Bon. Ils ont écrit la lettre, elle est partie. Je leur ai dit, envoyez votre lettre, mais maintenant, je vais commencer à parler. Il est traité. Ceux qui entendent ce que j'ai dit, qu'ils attendent, au moment où viendra, on fera appel à tous et à eux pour pouvoir faire une assemblée générale et mettre un bureau. Et un bureau ne se fera pas avec notre bureau qu'on est en place là. Non. Ça se fera avec tous les autres bureaux, un peu de partout. Il y aura un bureau national, maire, et puis les autres resteront. Et puis là, on doit trouver, je crois, une solution. Voilà ce que je peux dire. La suite de ce journal, il demande la grâce présidentielle. Eux, ce sont les enseignants admis spécial A et B de la promotion 2012-2013. Actuellement au stade d'audition au niveau du conseil de discipline, les enseignants admis spécial A et B ont lancé ce cri de cœur à l'endroit du président de la République. On écoute Suleiman Mamadou, il est le président du comité. La situation donc des admis du spécial A et B de la promotion donc 2012 et 2013 est toujours au statu quo. En tout cas, depuis la suspension de plus de 500 camarades en février, janvier-février 2014, je crois bien. En tout cas, jusqu'à présent, nous attendons que les autorités en charge donc de l'éducation et aussi donc le ministère de la fonction publique nous disent quelque chose par rapport à ça. Mais il faut noter que nous sommes actuellement en conseil de discipline, un conseil donc de discipline qui entraîne donc d'écouter les camarades. Peut-être nous allons vous donner des chiffres de 10 par semaine et d'ailleurs nous nous posons la question à savoir jusqu'à quand le conseil de discipline là va encore finir, parce que nous sommes plus de 500 enseignants suspendus et s'il faut appeler 10 camarades par semaine pour les interroger, nous avons pensé que tout calcul fait, en tout cas nous pouvons atteindre 11 mois avant que le conseil là ne donne son avis pour que en tout cas ceux qui sont en charge aujourd'hui de la question puissent trancher et nous dire ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette question là. Aujourd'hui, en tout cas, avec tout ce que nous avons eu à faire, je crois que là où est arrivée cette question, aujourd'hui, la seule autorité qui est à mesure de régler cette situation, c'est le président donc de la République. Il faut noter aussi au passage que, en tout cas, nous avons d'ailleurs adressé une correspondance pour demander une grâce présidentielle compte tenu de la situation. En tout cas, nous n'avons pas eu gain de cause parce que au niveau du cabinet donc de la présidence, nous n'ont pas donné une réponse favorable. Mais on ne se décourage pas, nous allons continuer à lancer toujours cet appel pour demander au président de la République d'être regardant sur cette question. Parce qu'il faut comprendre que la question du spécial A aujourd'hui, les gens refusent de faire une analyse objective. On ne fait qu'incriminer les enseignants admis au spécial A et B. Mais je crois que il faudrait faire une analyse objective de la question pour savoir réellement pourquoi la question là, pourquoi le problème là s'est posé. Et puis cette déclaration de presse du RASCONI ce matin au siège du RODADA, objectif examiner les préoccupations majeures des consommateurs nigériens dans le domaine des télécommunications. La déclaration est lue par le président du RASCONI, Alhaji Mustafa Kadi. Le RASCONI constate avec satisfaction que dans le cadre de la protection des droits des consommateurs, les décisions prises par le Conseil national de régulation ont effectivement pris en compte ces préoccupations, ayant abouti à des sanctions historiques infligées aux 4 opérateurs de la téléphonie mobile. Toutefois, l'appréciation des principes ayant conduit à ces sanctions fait ressortir leur caractère démesuré, car porter
à un niveau maximal de 3% du chiffre d'affaires des opérateurs. À cet effet, le RESCONI craint pour les consommateurs que ces sanctions aient un impact sur leur crédit à court et moyen terme, ce qui exige de revoir la pertinence du taux réel de chacune d'elles. À l'heure où les comportements et les attentes des consommateurs évoluent de manière accélérée, le RESCONI déplore la manière par laquelle l'opération de perquisition de la police nationale a été conduite pour saisir sans mandat le matériel informatique d'Airtel Niger dans le cadre du redressement fiscal infligé aux opérateurs de la téléphonie mobile. Cet acte inconcevable, dans un contexte donné, est un geste à éviter à l'avenir pour la crédibilité de nos institutions et de nos entreprises. À cet égard, le RESCONI invite la Direction générale des impôts à rester ouverte à un dialogue franc à la hauteur des défis des consommateurs pour chercher une solution appropriée avec les opérateurs aux fins d'un règlement définitif afin de nous éviter toute répercussion malencontreuse sur les services. Dans 8 mois, le basculement numérique va entraîner un bouleversement au niveau des usagers des télévisions classiques qui doivent soit changer de poste téléviseur, soit chercher un décodeur transitoire pour prétendre recevoir le signal à la fin des échéances fixées au 17 juin 2015. À la date d'aujourd'hui, aucun mécanisme d'information et de sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques n'est mis en route officiellement par le gouvernement. Pour ce grand rendez-vous, contrairement à ce qui se passe dans tous les pays voisins de l'UMOA. Face à cette situation, le RESCONI, soucieux de garantir aux consommateurs le maintien d'un niveau de vie acceptable et d'une qualité de service satisfaisante, demande aux autorités de régulation, à savoir le CSC et l'ARTP, et expressément au gouvernement, de tout mettre en œuvre pour démarrer la campagne de sensibilisation sur la TNT et la mise à disposition gratuite des kits aux citoyens qui en auront besoin. RESCONI constate que le Hajj 2014, un des 5e piliers de l'islam, rencontre des problèmes de tout genre et à quelques jours de sa fermeture en Terre Sainte. C'est pourquoi le RESCONI interpelle vivement le président de la République à porter une attention particulière à ce problème qui n'a que trop duré. Du sport, dans ce journal, Niamey accueille depuis cet après-midi la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN du Maracana. Ils sont 5 pays du Conseil de l'Entente à prendre part à ce tournoi qui durera 72 heures. Hier déjà, les organisateurs ont animé une conférence de presse, le résumé avec Mariama Hiyo. C'est d'abord le président du comité international de transition, également président de la Fédération ivoirienne du Maracana, qui est intervenu pour remercier les autorités nigériennes d'avoir tenu leurs promesses avant d'évoquer l'africanisation du tournoi du Maracana et son objectif. Le Maracana va bien, il se porte à merveille et nous sommes venus fraterniser. Nous sommes venus nous amuser ensemble. Nous sommes venus consacrer l'africanité. Pour une fois qu'on a notre discipline, organisons-nous autour de cela, faire notre unité et sortir le drapeau africain avec ça. La particularité de cette 3e édition est qu'elle n'enregistre que 5 pays participants au lieu de 12. La raison principale, la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans plusieurs pays africains. Cette année, on aurait pu être plus nombreux. Mais vous savez, l'actualité sanitaire oblige. C'est donc l'Ebola, ce maudit virus qui a donc empêché le Sénégal, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Conakry, même la Guinée-Bissau et même le Nigeria à venir ici. Vous comprenez que le Mali qui était annoncé puisse, par mesure de prudence,
se retenir. Nous sommes restés les mêmes 5. Mais nous sommes encore mieux qu'au démarrage du football. Dans son intervention, le président de la Fédération nigérienne du Maracana s'est lui apaisanti sur les succès des éditions précédentes avant de lancer un appel au public afin d'assister à la CAN Maracana Niger 2014. C'est à juste titre qu'il disait tout à l'heure dans ses propos que j'étais le vagabond de cette compétition. À partir du moment où nous avons l'appui institutionnel, c'est déjà ça le plus important. Et pour que l'autorité accepte déjà qu'on organise cette CAN au Niger, je dis le reste, on va s'en occuper. Et je pense que ça là, ce n'est pas fortuit, parce qu'il attend de nous un résultat. Le ministère a pris en charge déjà tout ce qui concerne les frais de location, d'électrification, de sécurité au niveau du palais des sports et de l'Académie des arts. Vraiment, il faut les en féliciter. Et je pense que nous allons faire amende honorable pour que, en tout cas demain, on puisse faire mieux et on puisse leur demander beaucoup plus que ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui. En rappel, cette discipline est née il y a 44 ans en Côte d'Ivoire, mais ce n'est qu'en 2010 qu'elle a été érigée en fédération. Voilà, tous donc au palais du 29 juillet pour supporter donc notre équipe nationale du Maracana pour la 3e édition de la CAN de Maracana qui a débuté aujourd'hui au palais du 29 juillet. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.